conférence de l'année soit placée non seulement sous son patronyme, mais dédiée à René Levasseur. Enfin, l'objectif de toutes nos conférences Levasseur a été de rapprocher le citoyen du juriste, la faculté de droit de la cité qui l'entoure, qui l'accueille. Nos conférences ne sont pas des colloques réservés à l'entre-soi, mais concrétisent une ouverture sur le monde, qui va se matérialiser devant vous par cette volonté d'y faire participer des chercheurs confirmés, des collègues, mais aussi, à la même table et au nom de l'égalité, des citoyens, des citoyennes, des futurs chercheurs, et peut-être qui ne seront pas chercheurs pour d'autres. Les conférences Levasseur sont un lieu de débat, c'est la raison pour laquelle, sur toute la partie historique, nous laisserons la possibilité à la salle de s'exprimer et d'interroger les orateurs sur les questions d'abolition des esclavages. Comme l'abbé Grégoire et de la Société des Amis des Noirs, que malgré la résistance des assemblées successives, la Convention abolira l'esclavage en 1794. Dans ses mémoires, Brissot écrivit « Personne n'a acquis plus d'honneur en soutenant les intérêts des nègres que Grégoire. Son ardeur, loin de se refroidir, n'a fait qu'augmenter dans les obstacles. Car Grégoire est un homme de courage, de vertu, un vrai patriote, un pur républicain. » Longtemps après cette date, l'intéressé continuera à écrire sur le sujet, et notamment dans ses mémoires, publiés en 1808, dans lequel il s'interrogera « Verrons-nous enfin les malheureux Africains soustraits à la tyrannie des Blancs ?» C'est dans l'esprit d'un Saint Grégoire, et avec le souvenir d'un René Levasseur, que dans les années 2000, la France a inscrit dans la loi la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité, avec la fierté de dire que depuis l'origine, la République est incompatible avec l'esclavage. Voyons maintenant les abolitions normatives des esclavages, en commençant bien sûr par la France. L'égalité politique des citoyens et des sans-mots d'affranchis, ce qui n'est pas extraordinaire sur le plan juridique. Le libre de couleur devient un citoyen, ce qui est la traduction moderne du naturel français, expression mentionnée dans le Code noir. Mais les Blancs, pourtant, rejettent les mesures, d'où le soulèvement des libres de couleur, soulèvement à Port-au-Prince, c'est tout. Et puis assez rapidement, on voit qu'ailleurs, des centaines d'esclaves se réunissent, avec les futurs chefs, Boukman, Biassou, Jean-François, et sans doute Toussaint, un certain Toussaint Bréda, jusque-là. Une insurrection éclate la nuit du 22 au 23 août 91. Parmi les esclaves, il y a certains esclaves tout de même dans cette insurrection, certains se soulèvent au nom de la déclaration de 1789, mais aussi parfois au nom du roi, estimant que les colons bloquent les mesures progressistes adoptées par Louis XVI, leur accordant des jours de repos. Qui le définit comme un attentat contre la dignité humaine. Évidemment, d'autres textes de droit positif se référaient et continuent de se référer d'ailleurs à l'esclavage, sans toutefois en donner une définition. Et c'est le cas de la disposition du Code pénal réprimant les autres crimes contre l'humanité. Et la réduction donc en esclavage commise était précisée en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique et l'un des éléments constitutifs du crime réprimé par l'article 212.1. Voilà ce qui était précisé. Il s'agissait donc là, comme l'avait fait remarquer d'ailleurs la ministre, d'un esclavage institutionnalisé, organisé, et donc pas du tout d'une incrimination concernant donc une personne physique qui en serait l'auteur. Parallèlement, la loi du 21 mai 2001, dont l'intervention tout à l'heure a rappelé un petit peu les éléments, du 21 mai 2001, tendait à la reconnaissance justement de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, ainsi que des textes pris en application de celle-ci qui font référence à cette notion. Sur le plan international, on a trouvé plusieurs textes internationaux qui sont apparus plus explicites sur la définition de l'esclavage. D'abord, la Convention relative à l'esclavage qui a été signée en Genève le 25 septembre 1926, qui énonce dans son article 1er que l'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. La référence
au droit de propriété a été d'ailleurs critiquée, en ce qu'elle induisait un peu l'existence d'une situation juridique et préexistante. Et cette notion donc de propriété sur la personne ne permettait pas de caractériser toutes les formes de l'esclavage dit moderne. Le critère quand même du ou des attributs du droit de propriété n'en demeure pas moins un critère valable en soi, mais il devait aussi donc être complété, ce qu'on a cherché de faire, complété par d'autres, afin aussi de couvrir des situations et des formes en tout cas plus actuelles d'esclavage. Vendre nos jambes, nos bras pour une biscotte de vie, femme ou homme, vivre jusqu'au bout de ses forces pour le vrai visage de l'homme. Plaisir que j'ai accepté cette très aimable invitation de Marietta Caramondi. Je veux saluer M. le bâtonnier que j'ai vu de très près, M. le président de la Ligue des droits de l'homme. Et puis m'acquitter avec un immense plaisir d'une civilité, parce que parfois c'est le voyageur qui, en venant jusqu'à vous, en passant auprès de vous, vous apporte des nouvelles d'un des vôtres. Et c'est ce que je vais faire, puisque le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, m'a dit qu'il aurait aimé être parmi nous cet après-midi. Il se trouve malheureusement au Maroc, enfin heureusement pour lui, au Maroc, et je lui ai promis de lui raconter l'événement. Donc je vais m'en acquitter aussi. Je suis heureuse d'être là parce que je trouve qu'il y a beaucoup de courage à choisir un sujet pareil. Et il y a une très grande subtilité à avoir choisi un double pluriel, les abolitions des esclavages, parce que souvent on ignore que, ne serait-ce que l'esclavage dans les colonies françaises a été aboli 2 fois, que l'interdiction de la traite a largement précédé la première abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Il y a eu les abolitions dans les colonies anglaises. Il y a donc plusieurs abolitions, y compris du même type d'esclavage, et puis il y a surtout plusieurs formes d'esclavage. Il faut donc beaucoup de courage aujourd'hui pour revenir sur ces sujets, pour les installer comme sujet de réflexion dans les universités, et pour avoir cette perspicacité qui permet d'aborder les choses de façon aussi complexe. Colonie d'esclaves puisse s'affranchir d'une tutelle coloniale. Donc c'est dans ce monde-là que ces hommes se battent. Ces hommes se battent avec des solidarités géopolitiques tout à fait intéressantes. Je ne sais pas si vous avez parlé de Bolivar, je sais que vous avez parlé beaucoup plus intelligemment de ce que je suis en train de dire depuis une dizaine de minutes. Je ne sais pas si vous avez parlé de Bolivar, mais la révolution bolivarienne est tout à fait intéressante parce qu'il y a une vision géostratégique et géopolitique de tout le continent, qui n'est pas seulement une vision doctrinale, mais qui est une vision en acte, c'est-à-dire d'organisation des conquêtes et de la réunification. Ce monde, c'est un monde où des voix ne s'élèvent pas, et pourtant elles sont là et elles existent. Et c'est en ce sens que le travail des historiens est un travail d'une très très grande utilité, parce qu'aller explorer cette période et aller faire émerger ces voix qui étaient tues, parce que la parole des maîtres nous est parvenue, parce que la parole des États nous est parvenue, mais que la parole des esclaves ne trace qu'un petit filet en fait, pour arriver à traverser ce système oppresseur, et cette voie est donc très très difficile à capter aujourd'hui encore. Et c'est le travail des historiens qui nous permet effectivement de trouver cette voie de l'esclave et d'essayer de percevoir comment les esclaves ont pu vivre ces moments. Et lorsqu'on regarde notamment donc l'esclavage colonial, qui est particulier,
Et s'intéresser à l'esclavage colonial ne signifie pas se désintéresser des autres formes d'esclavage, que ce soit ce qu'on a appelé l'esclavage romain, celui qui a frappé des hommes comme Spartacus par exemple, que ce soit l'esclavage transsaharien, que ce soit l'esclavage qui se pratiquait sur le continent africain lui-même, que ce soit les formes contemporaines de l'esclavage, et je ne dis jamais l'esclavage moderne parce que je ne trouve rien de moderne à l'esclavage, sans se désintéresser de ces esclavages-là, il est important de se rendre compte que cet esclavage transatlantique avait des particularismes, parce qu'il cumulait toute une série de caractéristiques très singulières. La première d'entre elles, c'est qu'il s'affiche très clairement comme étant racial. Il s'affiche comme étant racial, il s'affiche dans le droit en tant que tel, il se justifie justement par des concepts de race, donc il s'affiche ainsi dans le droit, il s'affiche ainsi dans les philosophies, dans les religions, dans les sciences, dans, je ne dirais pas les arts, mais en tout cas l'iconographie, c'est-à-dire cette représentation du cannibalisme et toute une série de stéréotypes et de préjugés qui vont imprégner les esprits. Il a aussi pour caractéristique de relever des États et des églises, des États à travers évidemment les lettres patentes, à travers les compagnies nationales, les compagnies des Indes, orientales, occidentales, etc. Il relève des églises parce que toutes les royautés, tous les royaumes de l'époque catholique pour la plupart, se reconnaissent le Vatican comme puissance arbitrale, puisque les rivalités entre les puissances européennes sont intenses et qu'ils reconnaissent la décision du pape, en fait, et c'est d'ailleurs la décision du pape qui va séparer, avec le traité de Tordesillas, qui va séparer le monde verticalement entre la partie reconnue sous domination espagnole et l'autre partie sous domination portugaise. Donc il y a ces caractéristiques-là qui sont fortes, il y a son caractère massif aussi, bien entendu, il y a sa durée, il y a le fait que cet esclavage en particulier, et c'est le seul, est systématiquement lié à la traite. Il y a sa contribution aussi à toute une série de productions de richesses, au développement de connaissances qui sont réparties, à des prouesses techniques et au fait que justement tout cela va aboutir à la révolution industrielle en Europe. Donc il est très très particulier et aujourd'hui encore on voit bien qu'il y a des représentations qui ont été construites à cette époque et qui imprègnent la vie d'abord beaucoup d'opinions d'une part et qui ont un effet sur la vie de millions de gens aujourd'hui encore. Pourquoi étudier et regarder de très près? Parce que ça nous aide à comprendre aussi les autres formes d'esclavage. Et ça nous aide à comprendre aussi aujourd'hui les formes contemporaines d'esclavage, de traite d'êtres humains, de servitude, de travail forcé. Parce qu'en fait, dans cet esclavage en particulier, il y a eu jusqu'au paroxysme une mise en cause de l'humanité de celles et de ceux qui étaient réduits à la captivité et au travail forcé. Et puis il y a eu une transformation considérable du monde. Cette transformation considérable du monde fait qu'aujourd'hui le monde qui est sous nos yeux, nous ne sommes pas en capacité de le comprendre si nous ne savons rien du système de traite et d'esclavage. Nous ne comprenons pas pourquoi les langues européennes sont dispersées dans le monde. Nous ne comprenons pas pourquoi certains pays sont lusophones, d'autres anglophones, d'autres hispanophones, d'autres francophones, si nous ne savons pas dans le détail comment s'est développée cette histoire. Nous ne comprenons pas non plus pourquoi il y a eu sur tous les continents, mais en particulier dans les Amériques et dans les Caraïbes, pourquoi il y a eu cette revendication d'humanité et pourquoi aujourd'hui, dans les systèmes d'exploitation et d'oppression, dans les systèmes d'aliénation, la colonne vertébrale, la charpente qui organise les contestations, elle est très très souvent à fleur de peau, elle est très très souvent dans une revendication émotionnelle, rationnelle aussi, mais émotionnelle de reconnaissance d'humanité et d'identité. Et le fait que ce système ait duré tout ce temps nous conduit à comprendre que le monde à aucun moment n'a été en noir et blanc, qu'à aucun moment il n'a été binaire. qu'à aucun moment il était simple avec d'un côté des méchants, d'un côté des gentils. Et que forcément les hommes, les femmes, ont pendant toute cette période produit et inventé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment dans les Amériques, mais pas seulement, il y a tous ces syncrétismes
qui s'exprime à travers les religions, à travers les cultures. Il y a tous ces apports, à la fois des religions, des cultures, des sciences venant d'Europe, des connaissances venant d'Afrique, des connaissances qui existaient dans les Amériques et les Caraïbes et qui étaient portées par les Amérindiens. Il y a tout ça qui a produit des identités collectives, qui a produit des religions nouvelles, qui a produit des langues nouvelles, et notamment les créoles. Il y a tout ça qui nous éclaire. Et donc, comprendre que un des produits essentiels du point de vue humain de ce système est aujourd'hui cette revendication très forte d'humanité, qui parfois paraît irrationnelle, qui parfois paraît excessive, qui parfois paraît trop chargée d'affect. Cette revendication, elle nous permet de saisir aujourd'hui la situation des personnes qui sont victimes de traite et d'esclavage contemporain. Pourquoi? Parce que de cette traite et de cet esclavage sont issus, je le disais, des identités collectives. Des identités collectives, ça veut dire des personnes porteuses de cultures différentes, de cultures qui ont eu un rapport antagonique à certains moments, mais de cultures qui finalement ont trouvé un terrain d'entente parce qu'à moins de s'exploser la tête, il fallait arriver à faire vivre ensemble l'héritage du maître, l'héritage transporté depuis l'Afrique, l'héritage accueilli sur place dans les contacts avec les Amérindiens, et bien entendu l'héritage produit par soi, parce qu'il a fallu s'adapter à ces nouveaux environnements, il a fallu s'adapter à ces nouvelles situations. Le fait de savoir que dans le monde des personnes portent ces cultures différentes nous renvoie à la question majeure du XXIe siècle, et qui était déjà celle du XXe siècle, c'est la question de l'altérité. La question de l'altérité, c'est la question de savoir sur quel socle intellectuel et moral nous organisons notre vie commune. Que ce soit dans notre société nationale, que ce soit dans l'espace européen, que ce soit dans le monde, aujourd'hui, aucun d'entre nous n'échappe à la présence du monde. Et la question du socle intellectuel et moral sur lequel nous organisons notre vie commune, cette question-là, elle est portée depuis cette période-là. Elle est portée depuis cette période-là, et je le disais, grâce aux historiens, il y a des voix qui remontent. Mais pas seulement grâce aux historiens. Grâce aux poètes aussi, il y a des voix qui remontent. Et les voix qui disent plus que les thèses, plus que des développements très sophistiqués, des voix qui disent ce qu'a pu ressentir celle ou celui qui a été soumis à la captivité, à la traite et à l'esclavage. Je pense à un poète en particulier qui est un poète péruvien, César Vallejo, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a écrit de très très belles choses, et qui, parmi ses poèmes, a une espèce de d'ode aux pauvres et à la résistance du pauvre. Et il parle notamment de la colère du pauvre. Et je crois que cette colère du pauvre est aussi la colère de l'esclave. La colère del pobre que quiebra el alma en cuerpos, qui brise l'âme en corps. Le corps en organe dissemblable et l'organe en pensée par octave. La colère du pauvre, alors là, l'article qui suit est très très poétique. La colère du pauvre oppose un feu central à deux cratères. La colère du pauvre, la colère de l'esclave. En fait, il ne restait souvent que la colère. La colère pour la protestation, la colère pour les insurrections, la colère pour le marronnage. Et cette colère, elle habite encore celles et ceux qui portent en conscience cet héritage. Mais elle habite forcément, nécessairement, celles et ceux qui subissent aujourd'hui des systèmes de traite. Que ce soit la traite d'êtres humains pour le travail forcé, que ce soit le travail forcé sur place, que ce soit l'asservissement pour dette, que ce soit les mariages forcés, que ce soit la prostitution, que ce soit l'asservissement pour la mendicité, il y a cette colère qui est portée. Et la question qui nous est posée à nous au quotidien, c'est de savoir si nous nous accommodons de cette colère et si nous refusons de l'entendre. Si nous refusons de l'entendre. Si nous pouvons fermer les yeux sur un monde où ces systèmes existent et nous atteignent. Ils nous atteignent inévitablement. Et c'est ce que je voudrais apporter de particulier dans ces réflexions que vous avez conduites aujourd'hui. Parce qu'évidemment, vous avez entendu de brillantes interventions. On vous a parlé en long et en large de ce qu'a fait ce docteur Levasseur,
qui était imprégné d'humanisme, de souci de l'autre, de refus des systèmes d'oppression, les initiatives qu'il a prises et ce qui a permis de contribuer à la destruction du système esclavagiste. Mais aujourd'hui, et si une personnalité politique s'empare de sujets pareils, la particularité de cette interrogation à l'échelle politique, c'est celle-là. Dire dans quelle mesure nous nous accommodons d'un monde où des systèmes de traite différents de celui qui nous a conduit à voir comment la déstructuration de l'individu peut être accomplie de façon tout à fait officielle, de façon tout à fait organisée, et j'allais dire de façon tout à fait encerclée. Mais aujourd'hui, la question que nous devons poser, en tout cas lorsque nous avons des responsabilités politiques ou que nous y prétendons, c'est de savoir dans quelle mesure nous nous accommodons d'un monde où nous laissons la suprématie d'une vision du monde et de certaines catégories de personnes dominer à la fois la pensée et les systèmes économiques ainsi que les relations à travers le monde. Est-ce que nous nous accommodons d'un monde où des systèmes de traite existent encore, où le système du travail forcé existe encore, où les formes diverses et multiples d'oppression existent encore et nous atteignent inévitablement? D'abord, nous en avons connaissance, plus que par le passé, mais nous atteignent inévitablement parce que les systèmes économiques sont imbriqués les uns aux autres. Et cette question, elle revient à ce que je disais tout à l'heure. Le sujet central, c'est celui de l'altérité. Est-ce que nous acceptons l'autre dans le monde? Est-ce que nous convenons d'une égale humanité? Est-ce que nous considérons que l'autre, notre semblable, mais celui qui nous est différent, proche, notre prochain, ou lointain, très très loin, est-ce que l'autre nous vaut? Et est-ce que nous avons des devoirs vis-à-vis de cet autre-là? Et si nous sommes en capacité de répondre à cette exigence d'altérité, évidemment, nous serons en capacité d'améliorer les conditions pour vivre ensemble ici. Parce que toutes les sociétés sont plurielles. Toutes les sociétés sont plurielles. D'abord, elles l'ont toujours été, mais aujourd'hui, elles le sont à une proportion qui est beaucoup plus importante que par le passé. Et il y a ces voix des opprimés qui doivent nous parvenir et qui nous disent des choses essentielles. Qui nous disent des choses essentielles. L'une de ces voix d'opprimés, mais qui a réussi à organiser la liberté y compris individuelle, c'est celle de Langston Hughes, qui, vous savez, appartenait à la Harlem Renaissance, un mouvement à la fois littéraire, poétique, politique, philosophique, artistique, social, économique aussi, qui voulait casser le système d'oppression qui était issu de l'esclavage, parce que vous savez qu'aux États-Unis, un siècle après l'abolition de l'esclavage, le lynchage existait encore, c'est-à-dire que les convictions, les croyances que les personnes d'origine africaine étaient inférieures et qu'on pouvait en faire ce qu'on voulait, existaient encore. Et Langston Hughes a écrit de très très beaux poèmes qui, à mon avis, symbolisent vraiment cette voix très forte que nous devons entendre. L'un de ces poèmes a été chanté par Nina Simone. Il s'adresse à M. Backlash, et cette chanson dit, en tout cas ce poème dit, Mr. Backlash, the world is big, big and bright and round, and full of folks like me, black, yellow, beige and brown. Le monde est donc grand, il est immense, il est brillant, il est rond, il est rempli de personnes comme moi, c'est-à-dire des noirs, des jaunes, des beiges et des bruns. Moi j'ajouterais des roses, parce qu'il y en a qui sont rosés. Et voilà, cet enseignement est essentiel, et il nous renvoie à ça, à cette réalité que par-delà les systèmes, par-delà la qualification des systèmes, par-delà la destruction des systèmes, il y a ce qui survit toujours, il y a ce qui est éternel, l'homme, l'être humain, avec sa singularité, dans toute sa diversité, dans ses contradictions, mais avec sa singularité. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux.
Et si nous n'avons pas le temps, la sensibilité, la force de voir l'autre, de sentir l'autre, d'accepter l'autre, et mieux, d'inviter l'autre, de parler et de converser à l'autre, et puis, en plus, si on veut, d'aimer l'autre, parce que ça fait du bien d'aimer, ça fait plus de bien que de détester. Si on n'a pas la force de cela, on est juste condamné à vivre dans des égoïsmes qui nous étiolent, on est juste condamné à vivre dans l'ignorance, on est juste condamné à vivre dans de toutes petites certitudes mesquines, et lorsqu'on se retournera pour voir quelle trace on a laissé, on ne verra pas grand-chose. Par contre, si on est capable de répondre à ce défi de l'altérité, et de comprendre que l'autre est un mystère en face de nous, et que notre obligation, c'est de contribuer à un mode d'organisation de la vie commune qui permette ces rencontres-là, qui permette les dialogues, qui permette de faire en sorte que le monde tout entier, mais la société dans laquelle on vit, l'université dans laquelle on évolue, que tout cela s'enrichisse des talents de chacun, de chacune, alors on aura effectivement contribué à ce que le monde fasse quelques pas supplémentaires. Ça me paraît absolument essentiel. Et si nous arrivons à tirer cette leçon-là, de ces systèmes monstrueux, l'un des plus organisés, celui de la traite, qui a transformé l'océan Atlantique et l'océan Indien en immenses territoires, mais qui en même temps a permis que des formes originales de résistance soient inventées, en même temps a enrichi le patrimoine culturel, artistique, religieux, linguistique de l'humanité par cette créativité. Si nous arrivons à accepter cet enseignement, alors nous aurons introduit dans le monde un peu plus de tendresse. De la tendresse pour ceux qui sont tout près de nous, de la tendresse pour ceux qui sont bien loin de nous, mais qui de toute façon demeurent nos frères en humanité. Et c'est pour cela que le dernier mot reviendra à Léon Gontran Damas, pardonnez-moi de choisir un poète de chez moi. Le dernier mot reviendra à Léon Gontran Damas, qui, parlant du système esclavagiste, disait « Il n'est plus bel hommage à ce passé, à la fois simple et composé, que la tendresse, l'infinie tendresse qui a entendu survivre. » Merci.